Ce soir, nous avons une information de dernière minute alors que nous prenons l'antenne. La conférence de presse il y a quelques instants, l'embuscade mortelle. Les autorités affirment que les pompiers ont été attirés dans un piège mortel. Ce qu'ils viennent de révéler. Il y a aussi une information de dernière minute à cette heure concernant les meurtres à l'université de l'Idaho. Le suspect dans cette affaire risque la peine de mort, et voici maintenant ce rebondissement stupéfiant. Ce que des sources ont confié à ABC News à cette heure. Et alors que les départs pour le 4 juillet commencent, une violente tempête est sur le point de frapper New York et Philadelphie. D'abord ce soir, ce que les autorités viennent de révéler. Ils pensent que les pompiers ont été pris en embuscade, qu'un piège mortel a été tendu. Ils sont touchés par balle. Tout le monde a été touché ici. Les autorités disent qu'ils répondaient à un incendie déclenché volontairement. 2 pompiers tués, un autre grièvement blessé. Il y a aussi une information de dernière minute alors que nous entrons en direct ce soir dans l'affaire des meurtres à l'université de l'Idaho. Ce qui serait un tournant spectaculaire pour l'accusé Bryan Kohberger après avoir plaidé non coupable et après des mois de retard. Ce que des sources révèlent maintenant à ABC News, l'accusé aurait affecté. Ce soir, les républicains du Sénat tentent de faire passer la gigantesque réduction d'impôts du président Trump pour les Américains les plus riches, ainsi que ces coupes qui affectent la couverture santé de plus de 11 millions d'Américains. Les bons alimentaires et les aides aux études supérieures sont également concernés. Ce soir, certains critiques au sein même de son parti défient désormais le président, et Elon Musk met une nouvelle fois en garde contre le projet de loi, menaçant maintenant les républicains qui voteraient en sa faveur. À New York ce soir, le suspense monte alors que le jury commence à délibérer dans le procès de Sean Diddy Combs. Ce qu'un message du jury a laissé entendre en fin de journée. Ce soir, alors que des millions de personnes voyagent pour le 4 juillet, de violents orages et des vents destructeurs sont attendus le long du corridor I-95 jusqu'à Philadelphie et New York dans les prochaines 24 heures, et nous suivons la situation de près. Sauvetage spectaculaire ce soir, le bateau de secours d'une croisière Disney fonce vers un père et sa fille après que la fillette soit tombée par-dessus bord. Son père a sauté à l'eau pour la sauver. Chaleur record pour le premier jour de Wimbledon. La star Carlos Alcaraz s'est précipité vers un fan qui s'était effondré dans les tribunes. Et ce soir, l'Amérique forte autour de cette question, le chiffre 13 porte-t-il vraiment malheur? Vous n'allez pas en croire vos yeux. Depuis le siège mondial d'ABC News à New York, voici World News Tonight avec David May. Bonsoir, et nous sommes ravis de vous retrouver ce lundi soir. Nous commençons ce soir avec ce que les autorités qualifient désormais d'embuscade mortelle. Ils affirment que les pompiers ont été attirés dans un piège mortel. 2 pompiers ont été tués dans l'Idaho, un 3e est grièvement blessé. La police indique qu'ils ont été attirés dans ce piège par un tireur embusqué qui a volontairement déclenché un incendie de forêt, puis a attendu l'arrivée des premiers secours. Le shérif affirme que des coups de feu ont éclaté au moment où les pompiers arrivaient, précisant que ces pompiers n'avaient aucune chance. Des appels radio glaçants ce soir, émanant de l'équipe de pompiers prise pour cible. Les autorités ont lancé une chasse à l'homme urgente. Le suspect a été identifié comme étant Warhol, âgé de 20 ans. Son corps a été retrouvé avec une arme à proximité. Ce soir, des agences de toute la région ont organisé une procession en hommage aux pompiers tombés, et voici ce que les autorités ont révélé en fin de journée dans cette affaire. Matt Gutman d'ABC nous rejoint ce soir en direct de l'Idaho. Ce soir, les autorités affirment que le suspect qui a attiré les pompiers dans cette embuscade mortelle en Idaho aurait rêvé, un jour, de devenir pompier lui-même. Nous avons reçu des informations selon lesquelles il aurait, à un moment donné, voulu devenir pompier. En fin de journée, les autorités ont identifié le suspect comme étant Warhol, 20 ans, diffusant cette image et affirmant qu'il avait délibérément déclenché cet incendie de forêt sur Canfield Mountain à Coeur d'Alene dimanche, avant d'ouvrir le feu sur les premiers intervenants. 2 pompiers ont été tués, un 3e grièvement blessé. Les autorités indiquent que le suspect avait en fait interagi avec les pompiers avant la fusillade. Il lui avait demandé de déplacer son véhicule. Les pompiers sont arrivés sur les lieux et son véhicule était assez proche de l'endroit où les pompiers se sont garés. Ils lui ont demandé de le déplacer et il y a eu quelques échanges. Nous avons dû pousser ce véhicule sur le côté de la montagne parce que nous ne voulions pas qu'il revienne, monte dans le véhicule et prenne la fuite. Ce soir, le grand-père du suspect, Dal, dit qu'il a le cœur brisé. Personne ne veut imaginer que son fils ou son petit-fils va traverser une telle épreuve. Je ressens plus de tristesse pour les personnes qui ont été tuées que pour lui, tout simplement parce qu'elles ne le méritaient pas. L'horreur s'est déroulée vers 13h21, dimanche après-midi. Les pompiers répondaient à un appel de routine pour un feu de broussailles près d'un sentier très fréquenté. Les équipes se sont précipitées droit dans un piège. À 14h, soit 40 minutes plus tard, des coups de feu et ces appels paniqués ont commencé. Nous avons besoin des forces de l'ordre immédiatement. Nous avons 2 chefs de bataillon inconscients. Les premiers intervenants réalisent qu'ils sont attaqués.
Je suis maintenant derrière le véhicule du bataillon 1. Il est clair pour moi que ce feu a été allumé intentionnellement pour nous attirer. La police a échangé des coups de feu avec le suspect, puis a utilisé les données de son téléphone portable pour localiser précisément sa position dans une zone boisée. Et là, 6 heures plus tard, les autorités ont évacué le corps du suspect, juste au moment où l'incendie de forêt approchait. Y a-t-il une indication qu'il s'est servi du fusil à pompe retrouvé à ses côtés contre lui-même? Oui. Durant la nuit, policiers et pompiers ont formé une procession solennelle pour honorer leurs collègues. Et ce soir, les autorités révèlent que les 2 pompiers décédés étaient des chefs de bataillon très appréciés qui auraient pu prendre leur retraite mais ont choisi de rester. Le chef Frank Harwood avait 42 ans et était père de 2 enfants. Le chef John Morrison était avec les pompiers de Coeur d'Alene depuis 1996. Et ce 3e pompier blessé, Dave Tisdale, est toujours dans un état critique. Et David, le shérif, m'a dit que le suspect n'avait aucun antécédent criminel connu, aucun lien avec le terrorisme. Ils examinent minutieusement ses réseaux sociaux. Je veux juste vous donner une idée du chaos qui régnait lorsque l'équipe du SWAT est arrivée pour tenter de récupérer les corps de ces pompiers tombés. Ils ont eux-mêmes essuyé des tirets. À un moment donné, ils étaient tellement inquiets que le suspect se retourne et essaie de voler l'un des véhicules qu'ils ont poussé son véhicule d'une falaise, puis ont neutralisé les véhicules des pompiers, crevant leurs pneus et tirant dans leur bloc moteur. David. C'est extraordinaire ce qu'ils ont dû affronter lors de cette procession à travers cette communauté profondément émouvante. Matt, merci. Il y a également des nouvelles qui éclatent à cette heure dans l'affaire des meurtres dans un collège de l'Idaho. Ce que des sources révèlent maintenant à ABC News à cette heure, ce qui serait un tournant stupéfiant pour l'accusé Brian Koberger après avoir plaidé non coupable, et après des mois de retard, ce que des sources disent maintenant que l'accusé a accepté. Voici Kaina Whitworth d'ABC. Ce soir, des nouvelles de dernière minute dans l'affaire du meurtre à l'université de l'Idaho. Des sources ont indiqué à ABC News que l'homme accusé du meurtre brutal de 4 étudiants, Ethan Chapin, Xana Carnodle, Kerry Gonsalves et Madison Mogen, a accepté un accord de plaidoyer. Selon ces sources, Brian Koberger va plaider coupable des 4 chefs d'accusation de meurtre et sera condamné à 4 peines de prison à vie consécutives sans possibilité de libération conditionnelle, et il renonce à tout droit d'appel dans le cadre de cet accord proposé. Tout cela en échange du retrait de la peine de mort. Dans une lettre remise aux familles des victimes, l'État demandera des réparations, déclarant « Cette résolution est notre tentative sincère de rendre justice à votre famille. » Mais pour chaque personne concernée, la justice peut prendre un visage différent. La justice réside-t-elle dans une condamnation? Je ne pense pas qu'il y aura jamais de justice. Je veux dire, oui, il peut être condamné, on peut avoir justice par la condamnation, mais je ne peux plus passer du temps avec Ethan. Alors? Ils ne peuvent toujours pas. Moi, eux, oui, ils n'ont plus de fils. Ils n'ont plus de filles non plus. Alors est-ce que c'est ça, la justice? Probablement pas. Maintenant, David, une audience pour changement de plaidoyer est prévue pour mercredi. La sentence est donc attendue plus tard en juillet. Et comme tu l'as mentionné, David, c'est tout simplement un rebondissement incroyable dans une affaire qui a captivé la nation. Kaima Whitworth avec ce que des sources confient à ABC News à cette heure-ci. Merci, Kaima. À présent, direction le Capitole ce soir. Les républicains du Sénat tentent de faire passer la gigantesque réduction d'impôts du président Trump, qui profite aux Américains les plus riches, ainsi que les coupes du président qui affectent la couverture santé de plus de 11 millions d'Américains. Les bons alimentaires et les aides pour les études supérieures sont également concernés. Ce soir, certains critiques au sein même de son parti défient le président et refusent de soutenir la mesure. Un sénateur a même déclaré qu'il ne se représenterait pas. Et Elon Musk, une fois de plus, met en garde contre ce projet de loi, menaçant désormais les républicains qui voteraient en sa faveur. Marie Bruce est ce soir à la Maison-Blanche. Ce soir, les républicains du Sénat s'activent pour faire passer les énormes baisses d'impôts et le projet de loi sur les dépenses au cœur du programme du président Trump. Mettons cela au vote. C'est bon pour l'Amérique. C'est bon pour le peuple américain. C'est bon pour les familles qui travaillent. Le projet de loi comprend environ 4 000 milliards de dollars de réduction d'impôts pour les plus riches, ainsi que de nouveaux financements pour l'application des lois sur l'immigration et tient certaines promesses de campagne, comme l'absence d'impôts sur les pourboires et les heures supplémentaires. Il supprime également les initiatives en faveur de l'énergie propre mises en place sous Biden et réduit considérablement Medicaid, ce que Trump avait pourtant promis de ne pas faire. Une nouvelle estimation du Bureau du budget du Congrès, non partisan, prévoit qu'environ 11,8 millions d'Américains perdront leur couverture santé au cours de la prochaine décennie. C'est la plus grande réduction de Medicaid de l'histoire et cela représente le plus grand transfert de richesse jamais vu. C'est le caviar avant les enfants
Les fonds spéculatifs avant la santé. Trump affirme que les coupes dans Medicaid ne visent que le gaspillage, la fraude et les abus, mais un membre de son propre parti, le sénateur républicain Tom Tilly de Caroline du Nord, dit que le président ne comprend pas son propre projet de loi. Alors, qu'est-ce que je dis à 663 MPE, 1000 personnes dans 2 ou 3 ans quand le président Trump rompra sa promesse en les excluant de Medicaid parce que les fonds ne seront plus là, les gars? Les gens à la Maison-Blanche qui conseillent le président ne lui disent pas que l'effet de ce projet de loi est de rompre une promesse. Trump, furieux contre Tilly, menace de le remplacer lors des primaires, mais Tilly refuse de céder et annonce plutôt qu'il ne se représentera pas, déclarant « Les dirigeants prêts à accepter le bipartisme, le compromis et à faire preuve d'indépendance d'esprit deviennent une espèce en voie de disparition ». D'autres républicains sont alarmés par le coût du projet de loi qui, selon une estimation, ajouterait au moins 3,3 billions de dollars à la dette au cours des 10 prochaines années. Ce soir, à la dernière minute, Elon Musk intervient de nouveau, déclarant « Tout membre du Congrès qui vote oui devrait avoir honte, menaçant qu'ils perdront leur primaire l'année prochaine, même si c'est la dernière chose que je fais sur cette terre. » Et les républicains au Sénat veulent voter sur ce projet de loi dès ce soir. Petit rappel, ils ne peuvent se permettre de perdre que 3 républicains et faire passer le texte, et pour l'instant, plus de 3 restent indécis. Et même si ce projet de loi est finalement adopté par le Sénat, il retournera ensuite à la Chambre, où le président Johnson dispose d'une majorité très faible et où déjà certains républicains s'opposent aux changements apportés au Sénat. David. Marie-Bruce suit cela jusque dans la nuit à la Maison-Blanche. Marie, merci. Alors que des millions de personnes voyagent pour les vacances du 4 juillet, de violentes tempêtes et des vents violents soufflent sur le corridor de LI-95. Philadelphie, New York, tout est inclus dans ce projet. Jean Jersey est prête avec les prévisions météo et Stéphanie Ramos sur les difficultés déjà rencontrées ce soir. Ce soir, des familles envahissent les aéroports et les routes, prenant de l'avance pour le 4 juillet. Si vous pensiez que l'année dernière était chargée, l'AA vous conseille de vous accrocher. Nous serons 1,3 million de plus à prendre la route cette année par rapport à l'an dernier. Qu'est-ce qui explique cette hausse? Les prix de l'essence les plus bas en été depuis plus de 4 ans, selon la ARA. GasBuddy indique que la moyenne nationale n'est que de 3,14 $ le gallon, et les experts disent que les jours les plus chargés pour prendre la route seront le 2 juillet, c'est-à-dire mercredi, et le dimanche 6 juillet. Mais tout ne se passe pas sans accroc. Ce matin, dans le comté de Washington, dans le Maryland, une pale d'éolienne est tombée d'un camion, bloquant l'Interstate 70. Une personne a été blessée. Et au sud-ouest de Savannah, dimanche, plusieurs passagers d'Amtrak ont été transportés d'urgence à l'hôpital pour des coups de chaleur après être restés coincés pendant des heures. Comme toujours, la météo est le facteur X. Au cours du week-end, d'énormes tornades ont ravagé les plaines du Nord et des dizaines d'avions de l'aéroport Hartsfield-Jackson d'Atlanta ont été mis hors service après des tempêtes de vent et de grêle. David, en ce moment même, ici à LaGuardia et dans d'autres aéroports du Nord-Est, les retards commencent à s'accumuler en raison des orages dans la région. David. Oui, et j'ai peur que cela puisse empirer dans les prochaines 24 heures. Steph, merci. Passons tout de suite à la chef météorologue Jean Jersey, qui suit bien sur ces tempêtes se dirigeant directement vers le nord-est. Bonjour, Jean Jersey. Bonjour, David. Les effets des tempêtes de ce soir, je les qualifierais d'apéritifs avant le plat principal de météo sévère qui nous attend demain après-midi. Allons-y, regardons les cartes. Ces orages n'en pourraient produire des précipitations allant jusqu'à 2 pouces par heure. Baltimore et Washington, DC sont actuellement en vigilance inondation. Pittsburgh est également concerné. Mais surveillez bien l'arrivée du front froid, et dès demain après-midi, je dirais après 16 heures, il faudra vraiment commencer à être attentif. La zone que nous avons mise en évidence correspond à un niveau 2 sur 5. Baltimore et Washington, DC sont de nouveau concernés. On arrête le temps à 19h, moment où ce modèle informatique prévoit le passage de ces orages sur Philadelphie, New York et même jusqu'au Connecticut. Le principal danger sera le vent violent, dépassant les 110 km par heure. La foudre sur les pistes d'atterrissage, ce n'est jamais bon. Pour les vacances, la situation s'annonce meilleure, David, pour le Mid-Atlantique et le Nord-Est. Ce sera juste un peu orageux vers la côte du Golfe. Oui, il faut juste passer ces prochaines 24 heures. Soyez prudents sur les routes, tout le monde. Merci, Jean Jersey. On se retrouve dès demain matin. Ici à New York ce soir, des moments dramatiques autour du jury dans le procès de Sean Diddy Combs. À peine 5 heures et demie de délibération et déjà des notes adressées au juge. Eric Katersky, chef correspondant d'investigation d'ABC, avec ce que les jurés laissent déjà entendre ce soir.
Ce soir, un possible obstacle alors que le jury commence à statuer sur les accusations de racket et de trafic sexuel contre Sean Combs. 1 heure après le début des délibérations, le président du jury a envoyé une note disant qu'ils étaient inquiets qu'un des jurés ne puisse pas suivre les instructions de votre honneur. Ce juré est un scientifique de 51 ans, titulaire d'un doctorat en biologie moléculaire. La note ne précisait pas la nature du problème, et le juge a répondu par une note demandant au jury de suivre ses instructions et de reprendre les délibérations. Les 8 hommes et 4 femmes doivent décider si Combs dirigeait une organisation criminelle avec des employés qui, selon les procureurs, satisfaisaient tous les désirs de l'accusé à travers un schéma méthodique de violence, de coercition et de manipulation, procurait des drogues et approvisionnait les chambres d'hôtel en huile pour bébés et lubrifiants. Combs a nié toutes les accusations, et la défense a soutenu que ses employés achetaient simplement des articles pour un patron célèbre, disant au jury « Vous savez, je ne m'attends pas à voir Beyoncé chez CDS ». Les jurés délibèrent maintenant sur 5 chefs d'accusation criminels. Lorsqu'ils auront rendu leur verdict, ils rempliront ce formulaire et le remettront au juge. En fin de journée, David, le jury a envoyé une autre note pour demander des précisions sur certaines des allégations de drogue qui soutiennent l'accusation de complot de racket, puis ils sont rentrés chez eux après environ 5 heures et 2 nuits de délibération. Ils reprendront ici demain, David. Eric Katerski suit ce procès depuis le début. Aaron, merci. Le sauvetage spectaculaire ce soir, le bateau de secours d'une croisière Disney fonce vers un père et sa fille après que la fillette soit tombée par-dessus bord, et que le père est alors sauté à l'eau pour tenter de sauver sa fille. Voici maintenant Victor Ocando d'ABC. Ce soir, vous assistez à des moments dramatiques en haute mer. Des bateaux de secours foncent vers un père et sa fille tombés à l'eau, le duo luttant dans des eaux agitées. Regardez comment l'équipage de ce petit bateau jaune du Disney Dream remonte les 2 personnes à bord. Le navire Disney retournait à Fort Lauderdale dimanche après une croisière de 4 nuits aux Bahamas. Des passagers nous ont dit que la fillette était tombée d'une manière ou d'une autre et que son père avait sauté à l'eau pour la rejoindre. Gail Merrick était à bord et a appris d'autres passagers que la fillette était tombée du pont du 4e étage. J'ai juste vu plein de membres du personnel courir dehors sur le pont du 4e étage et je me suis dit qu'il s'était passé quelque chose. Un code d'urgence pour hommes à la mer a été diffusé sur l'interphone du navire et l'équipage est immédiatement passé en mode sauvetage. Je trouve que c'était vraiment héroïque. Je veux dire, il a sauté après elle, il faisait la planche et il la tenait simplement dans ses bras. Les passagers sont reconnaissants que cela n'ait pas été pire. J'aurais la nausée. J'ai eu la chair de poule tout le temps et je crois que je n'ai pas respiré jusqu'à ce qu'ils reviennent sur le navire. Nous avons tous applaudi. David, ce navire est à quai en Floride ce soir. Disney félicite l'équipage pour ses actions rapides. David. Victor Ocando avec nous. Nous sommes heureux qu'ils aillent bien, Victor. Merci. Côté économie ce soir, la bourse bat de nouveaux records. Le Dow Jones bondit de 275 points, clôturant à 44 094. Le Nasdaq atteint un sommet historique, gagnant 96 points, clôturant à 20 369. Et une journée record pour le S&P 500, en hausse de 31 points, terminant à 6 204. Quand nous reviendrons ce soir, le crash d'avion mortel, au moins 6 morts, également la star de la NBA et l'enquête sur les paris ce soir, ce que nous apprenons, et puis une chaleur record pour l'ouverture de Wimbledon. Le moment spectaculaire que vous verrez alors que la star Carlos Alcaraz court vers un fan dans les tribunes, dans un instant ici. Ce soir, le NTSB enquête désormais sur le crash d'avion mortel dans l'Ohio, non loin de Youngstown. Les autorités affirment que les 6 personnes à bord ont été tuées, dont 2 pilotes expérimentés et 4 passagers. Le Cessna bimoteur s'est écrasé derrière une maison juste après le décollage, à seulement 2 miles de la piste, prenant feu. Les responsables indiquent que l'avion se dirigeait vers Bozeman, dans le Montana. Ce soir, l'ESPN rapporte que le meneur des Détroit Pistons, Malik Beasley, ferait l'objet d'une enquête pour des paris liés à des matchs de la NBA. L'avocat de Beasley affirme que son client n'a pas été inculpé et demande aux fans de ne pas tirer de conclusions hâtives. Les Pistons déclarent qu'ils coopèrent avec l'enquête. Beasley était en discussion pour prolonger son contrat avec l'équipe, mais ces négociations seraient désormais suspendues. Quand nous reviendrons ici ce soir, chaleur record pour le jour d'ouverture à Wimbledon. Dans un instant, vous verrez la star Carlos Alcaraz et ce qu'il a soudainement dû faire, se précipitant dans les tribunes en un éclair. À la une ce soir, la chaleur record qui a mis à rude épreuve joueurs et spectateurs lors du premier jour de Wimbledon, en Angleterre bien sûr. La température a atteint 33 degrés Celsius aujourd'hui, pulvérisant l'ancien record du premier jour qui était de 30 degrés Celsius. Ce record datait de 2001. Les joueurs ont essayé de se rafraîchir avec de la glace aujourd'hui, et puis l'un des meilleurs joueurs du monde, Carlos Alcaraz, a couru pour offrir sa bouteille d'eau après qu'un spectateur se soit effondré. Heureusement, elle aura maintenant cette bouteille d'eau pour la vie. Quand nous reviendrons ce soir, America Strong, et tout tourne autour de cette question ce soir.
Le 13 est-il vraiment un chiffre porte-malheur? Vous n'allez pas croire ce qui s'est passé. Enfin, ce soir, ils se sont fiancés un vendredi 13, se sont mariés un vendredi 13, ils pensaient que le 13 était leur chiffre porte-bonheur. À Pittsburgh ce soir, April et Eric Schmidt fêteront 33 ans de mariage cet automne. Il s'avère qu'ils se sont fiancés un vendredi 13 en mars 1992. Ils se sont ensuite mariés un vendredi 13 en novembre de la même année. Et écoutez bien ceci. April est récemment rentrée chez elle auprès d'Eric après un long voyage professionnel, atterrissant à l'aéroport international de Pittsburgh. C'était un vendredi 13 juin, il y a seulement quelques semaines. 30 minutes après avoir pris la route pour rentrer chez elle, elle s'est rendue compte qu'il manquait quelque chose. Elle portait sa bague, mais il n'y avait plus de diamant dessus. Elle est retournée en urgence à l'aéroport, refaisant tout son parcours autour du tapis de livraison des bagages B d'American Airlines, mais elle savait que ça sentait mauvais et elle s'est dit que sa chance avait peut-être tourné ce vendredi 13. Mais 6 techniciens de maintenance de la compagnie aérienne, Tom, Steve, Lindsay, Brad, Sean et Cor, ont tous utilisé des lampes torchées pour fouiller le carrousel, mais le diamant restait introuvable. Elle est rentrée chez elle, mais ses employés l'ont rassurée en lui disant qu'ils n'abandonneraient pas. Quelques heures plus tard, j'envoie cette photo à April. Ils avaient trouvé le diamant. Oh mon Dieu! Et c'est à ce moment-là qu'April récupère le diamant. Wow. Incroyable. Ces techniciens sont fiers et prouvent que le vendredi 13 n'est pas si malchanceux après tout. Voici Steve. L'expression de son visage et ça, vous savez, ça valait tout ça. Et juste ici ce soir, Salut, David. Avril, soulagée et reconnaissante envers ses employés de l'aéroport. Ils étaient tellement investis pour m'aider, et cela m'a fait me sentir tellement reconnaissant. C'était en effet, juste une preuve de plus que le vendredi 13 n'est aussi mauvais que vous le faites. Nous sommes très heureux d'avoir récupéré votre diamant et ses employés de l'aéroport. Nous aimons Pittsburgh. Je te verrai demain soir. Bonne nuit. Merci d'avoir fait de World News Tonight avec David Muir, le journal télévisé le plus regardé d'Amérique.